Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence à notre colloque. Je tiens à remercier particulièrement l'ensemble des intervenants, messieurs les ambassadeurs, chercheurs de renom, universitaires, spécialistes et personnalités, surtout M. Millard. Pendant des années, il nous a soutenus auprès de l'Assemblée nationale et nous a aidés, qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur les sanctions internationales contre l'Iran. Je profite de cette occasion pour remercier également professeur Alena Douane, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les mesures coercitives unilatérales mandatées par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle est la première rapporteuse spéciale des Nations Unies à se rendre en Iran après 17 ans. En 2015, un accord a été conclu après 12 ans de négociations entre l'Iran et les 6 grandes puissances mondiales. Tous les États signataires de l'accord se sont engagés à préserver et maintenir des circuits financiers avec l'Iran et assurer la poursuite des exportations de pétrole et de gaz iranien. En 2016, l'Agence internationale de l'énergie atomique a indiqué que l'Iran a coopéré de façon satisfaisante et que les sanctions pouvaient être levées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2231 qui a levé les 6 résolutions votées entre 2006 et 2010 contre l'Iran. Les États-Unis savent comment créer les sanctions et comment faire la guerre, mais ils ne savent pas comment élaborer la diplomatie pour résoudre la crise de manière pacifique. La Maison-Blanche exploite les sanctions pour maintenir et préserver son leadership, cherchant précisément à éliminer la profondeur stratégique de l'Iran. Du point de vue du droit international, basé sur les principes économiques néoclassiques, il semble que les sanctions économiques sont en contradiction manifeste avec la liberté du commerce et la souveraineté des États. L'action unilatérale des États-Unis constitue un obstacle à l'établissement des relations internationales justes et équitables sur la base du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La priorité de l'Europe au processus de démocratisation qu'elle tente de développer à l'aide d'une revalorisation de la transition économique, d'une coopération économique et politique, demeure évidemment la culture européenne de gestion des crises. Devant la multiplication des acteurs stratégiques dans la région, elle s'affirme comme un sponsor majeur de la stabilité. L'Europe aligne sa position sur celle des États-Unis et échoue
à respecter le fondement même de sa politique, qui devrait s'axer sur le développement de la démocratie, la défense des valeurs universelles, des libertés individuelles et le maintien du dialogue nécessaire à la solidarité entre les peuples. Mesdames et messieurs, les pertes de l'Europe face aux sanctions secondaires américaines contre l'Iran impactent dans de multiples domaines. La France et l'Iran ont signé de contrats avec au moins 3 entreprises, Peugeot, Renault et Citroën. Après l'accord nucléaire, Peugeot et Renault figuraient parmi les plus importantes entreprises européennes qui sont entrées sur le marché iranien et ont été contraintes de quitter l'Iran suite au retrait américain de l'accord. Le groupe Peugeot a annoncé dans son communiqué que son volume de vente mondiale a diminué de 15,7% au premier trimestre de l'année 2019, dont la principale raison est la suspension des activités de ce groupe en Iran. Fiat, qui a cherché à acquérir une participation de 15% dans l'industrie automobile nationale iranienne, a été contraint de quitter l'Iran. Cependant, il y a un grand désir d'utiliser des voitures étrangères en raison du manque de qualité de l'industrie automobile nationale iranienne, qui a besoin de partenariats pour des pièces détachées, le transfert de technologie et restaurer son image. Total avait le projet de 5 milliards de dollars pour le développement de South Pass. L'Iran a la capacité de produire quotidiennement plus d'1 milliard de mètres cubes de gaz. Si les sanctions américaines sont levées, l'Iran pourrait devenir de plus important partenaire gazier de l'Europe. Compte tenu des sanctions américaines, le risque de transport de pétrole et de gaz vers des destinations internationales est restreint. La dépendance de 90% de l'industrie de l'assurance maritime vis-à-vis des compagnies occidentales provoque une diminution de la vente de pétrole et une augmentation de la demande et du prix. On peut également citer l'industrie solaire avec l'accord de 3 milliards de dollars de Saja pour la construction d'une centrale solaire. Et le domaine aérien Airbus, qui avait un contrat de 25 milliards de dollars pour la fourniture d'avions à réaction à la compagnie iranienne. Selon les statistiques du Fonds monétaire international et de la Commission européenne en 2017, la Chine, l'Union européenne, l'Inde, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud étaient respectivement les 5 principaux partenaires de l'Iran. Ainsi, la valeur du commerce total entre l'Iran et l'Union européenne était égale à 20,9 milliards de dollars, dont 10,8 milliards de dollars représentaient la valeur des exportations de l'Union européenne vers l'Iran et 10,1 milliards de dollars la valeur des importations de l'Union européenne vers l'Iran. Mesdames et messieurs,
Le monde est en train de passer rapidement à un système multipolaire. Dans ce domaine compliqué, la violence et le conflit se propagent dans différentes zones. La souveraineté nationale des pays indépendants est violée de diverses manières. La tendance à la polarisation militaire, à la course aux armements, au déclenchement de guerres, à l'intensification des conflits, à la divergence ethnique et régionale, s'accroît à l'anarchie et la violation des obligations internationales et l'ingérence dans les affaires intérieures des pays indépendants augmente. La conception et la mise en œuvre des sanctions économiques unilatérales entraînent principalement la violation des droits de l'homme. L'un des problèmes auxquels le droit international est confronté est la mise en œuvre des droits de l'homme. En absence d'organisations internationales, les gouvernements ne sont pas obligés à la mettre en œuvre. L'effet néfaste des sanctions unilatérales sur l'exigence des droits de l'homme est contraire aux règles et aux principes des droits de l'homme. Toute action unilatérale doit être prise conformément aux principes du droit international, y compris interdiction au recours à la force, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, la non-discrimination, l'égalité de souveraineté, la promotion et la protection des droits de l'homme. Les droits fondamentaux du peuple iranien, tels que le droit à la santé, le droit à l'alimentation et le droit au développement ont été touchés. Le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique. Ces droits fondamentaux ont été directement touchés par les actions hostiles et unilatérales des États-Unis et ont des effets inquiétants sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, le système mondial est fondé sur le multilatéralisme, mais cette question a été compromise par les mesures coercitives unilatérales. Ces actions qui se considèrent comme le gardien des intérêts des droits de l'homme et de la police internationale sont sans aucun doute contraires au droit international et à la Charte des Nations Unies. La principale question ici est de savoir si les sanctions unilatérales des États-Unis, de l'Europe, de l'Australie, du Canada, de l'Angleterre contre l'Iran sont légitimes au regard du droit international et des droits de l'homme. L'hypothèse est que les sanctions hostiles, selon les résolutions des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme, sont une violation manifeste des droits de l'homme et contre la culture internationale. Je vous remercie de votre attention